Alors, de quoi on parle déjà quand on parle de programmes parentaux? C'est important de préciser que ce ne sont pas des groupes de parole. En fait, c'est quelque chose de différent. Nous, on parle de programmes. Alors, le terme officiel, c'est les PEHP, psychoéducation aux habiletés parentales. En anglais, c'est les PMT, mais bon, ça revient au même. Donc, ce sont des programmes structurés avec des objectifs fixés pour chaque séance. Par exemple, une séance, on va faire le système de points, une séance, on va faire le time-out, etc. On part sur l'idée qu'on veut transmettre des techniques précises et qu'on va évaluer les progrès. Donc, ces programmes s'appuient sur quelque chose de validé, en général sur des études expérimentales, avec un référentiel qui est un manuel. Donc, il y a le manuel du programme de Barclay, il y a le manuel des autres programmes, mais c'est quelque chose qui doit être transposable de la même façon par toutes les équipes. Les groupes de parole ont aussi une fonction, mais c'est une autre, on va dire, c'est un autre niveau. Les groupes de parole, c'est en général quelque chose de libre, où les parents peuvent parfois venir à tout moment, ou parfois c'est avec un certain nombre de séances, mais l'objectif, c'est plutôt l'expression émotionnelle, l'écoute et l'échange, mais il n'y a pas d'ingrédients spécifiques ou de techniques, et pas de démarche non plus expérimentale. Donc, on ne fait pas, enfin là, on ne parlera pas des groupes de parole, même si, bien sûr, dans nos groupes de PEHP, c'est quand même évidemment, ça a aussi pour intérêt que les parents puissent échanger sur leur vécu, partager leurs techniques, il y a vraiment un effet de soutien du groupe qui est extrêmement important, mais ce n'est pas, voilà, c'est au-delà du groupe de parole. Alors, quels sont les programmes? Je parlerai plutôt du programme de Barclay, qui est quand même le plus répandu en France aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. Donc, nous, dans notre service, Olivier disait qu'on était à la pointe, mais enfin, on en a développé plusieurs qui sont Incredible Years, le programme GCOP, Gestion des comportements opposants, le programme Faire face au TDAH, c'est un programme canadien qu'on a moins fait. Il y a différents types de programmes, mais on va dire qu'ils ont quand même des bases communes pour en avoir animé ou co-animé quelques-uns. Donc, je m'appuierai plutôt sur ce qu'on a l'habitude de voir dans le programme de Barclay et sur les grands principes. Alors, les grandes bases communes de ces programmes, c'est quand même dérivé aussi des thérapies comportementales et cognitives. Donc, il y a tout un référentiel sur le renforcement positif, le conditionnement opérant. Mais au-delà de ça, il y a quand même des principes qu'on peut extraire. Déjà, dans le TDAH, il y a toute une partie qui est de la psychoéducation. Ça, c'est extrêmement important, je dirais que c'est incontournable. C'est vraiment d'expliquer ce qu'est le TDAH, quels sont les symptômes, à quoi ils sont liés aussi, puisqu'on parle beaucoup évidemment de l'origine du trouble dans les groupes de parents. Et ça permet déjà une grande avancée parce qu'on arrête de mal interpréter. L'idée, c'est que voilà, l'enfant qui ne veut pas s'y mettre, on va comprendre que oui, son aversion à l'effort, c'est un symptôme de son TDAH, mais ce n'est pas parce qu'il est flemmard et que voilà. Donc, ça permet de réinterpréter les choses. Si les devoirs se passent mal et qu'il y a des tensions autour des devoirs, ce n'est pas forcément par provocation, c'est parce que ça représente une difficulté. Et ainsi de suite, on va pouvoir... Ce manque d'autonomie autour des consignes, ça c'est souvent quelque chose que les parents ramènent en disant « mais c'est incroyable, à 10 ans, il n'a toujours pas compris qu'il fallait se brosser les dents, tant qu'on ne s'énerve pas, il ne se passe rien, c'est de la provocation, etc. » Il faut aussi que les parents puissent comprendre ce qui appartient au TDAH. Alors, il peut parfois, il y avoir des choses évidemment par-dessus, mais les parents informés ont déjà une approche différente à la maison et le fait de ne pas mal interpréter va permettre déjà une amélioration des relations intrafamiliales. Donc ça, c'est vraiment fondamental, cette partie de psychoéducation. Après, tous les programmes insistent sur le renforcement positif. C'est la base à peu près de tous et c'est cette idée, on obtient plus en récompensant qu'en punissant, c'est-à-dire que ce qui fonctionne, que ce soit à la maison ou à l'école, l'éducation nationale est en train de revoir un peu sa copie sur ces questions-là, mais ce qui marche, c'est de valoriser les comportements adaptés et non pas de sanctionner les comportements inadaptés. Alors, on a du chemin à faire, en tout cas surtout pour l'éducation nationale, mais en tout cas, ça reste vraiment le point central de tous ces programmes, quels qu'ils soient. Et enfin, il y a toute une affaire autour de la gestion de soi-même, je dirais, dans tous les programmes qu'on peut proposer, gérer ses propres émotions de parents. Et ça aussi, on pourrait dire, c'est tout un programme. Une certaine demande de disponibilité dans la relation qui va être un peu incarnée par ce qui est autour du moment spécial. Et cette phrase qui est un peu la phrase d'accroche du programme Incredible Years, qui est l'enfant apprend davantage de ce que l'on fait que de ce que l'on dit. Et ça, c'est un point qui est important, c'est cette idée que, par exemple, un enfant qui s'énerve,
on ne va pas lui dire de se calmer en lui hurlant dessus, en fait. On va pas, c'est pas de lui dire il faut rester calme en s'énervant qui va fonctionner. Idem sur la gestion des écrans, que je ne développerai pas aujourd'hui, mais il y a aussi cette idée qu'on peut mettre des limites aux écrans ou dire on ne prend pas l'écran à table, mais si tout le monde a son écran et si les parents répondent à leur tweet pendant le repas, ça ne va pas fonctionner. Il y a toujours cette idée qu'il faut aussi se remettre en question en tant que parent et faire évoluer des choses aussi. Alors, les grandes étapes, elles sont un peu communes à tous ces programmes et je vais les reprendre, mais très rapidement, bien sûr. C'est le moment spécial, le renforcement des comportements adaptés avec le système de points, apprendre à l'enfant à jouer seul, ça a été un truc super important pendant le confinement. C'est pour ça que j'insisterai dessus parce qu'on n'est pas complètement déconfiné. L'autonomie sur les consignes, la gestion du temps, les supports visuels, temps mort et gestion de crise. Enfin, je pourrais passer la journée sur chacune de ces étapes, mais on va faire ça version courte. Alors, le moment spécial, c'est cette idée de disponibilité et d'engagement du parent dans le changement, donc de vouloir changer la dynamique. Et on demande aux parents de donner un temps individuel chaque jour à l'enfant. Et nous, on en profite maintenant, d'ailleurs, on l'a un peu adapté pour dire c'est pas que avec l'enfant, mais c'est aussi avec chacun des membres de la fratrie, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais la fratrie des enfants avec TDAH, ils sont quand même un peu laissés, on va dire, sur le côté, et souvent, ils vont pas avoir les mêmes besoins en termes de temps à leur consacrer ou d'énergie, mais c'est important de les prendre aussi en considération. Donc, nous, on fait d'une pierre deux coups et on dit aux parents de dupliquer le moment spécial avec toute la fratrie, et c'est un temps où on doit être complètement disponible et laisser l'enfant, on va dire, à la manœuvre. En tout cas, c'est lui qui décide de l'activité, de ce qu'on fait, et on donne un petit temps, ça doit être entre 10 et 20 minutes, mais le grand principe, c'est qu'il faut que ce soit tous les jours. En fait, il vaut mieux 10 minutes tous les jours que 3 heures le week-end. Le principe est la régularité. Donc, ça permet souvent l'idée, l'objectif, c'est de restaurer la relation, être dans un moment avec l'enfant où on n'est pas juste dans l'injonction, va te brosser les dents, t'en es où de tes devoirs, comme c'est le cas au quotidien. Donc, on est dans un moment où on est disponible et où on peut faire quelque chose de plaisant. Et ça, c'est quelque chose de difficile dans les familles où il y a un enfant avec TDAH, parce qu'on est souvent dans la gestion du quotidien qui est déjà bien assez compliquée. Et je dirais que trouver même 10 minutes ou 15 par jour, c'est une des étapes les plus compliquées du programme de Barclay, même si ça a l'air de rien. Ça vient s'intégrer dans des plannings complexes. Une autre grande partie des stratégies, c'est le renforcement positif et le système de points. Toujours sur cette idée que si on veut justement améliorer un comportement, par exemple l'enfant qui ne va pas se brosser les dents, on prend toujours cet exemple, mais bon, voilà, il a le mérite d'être assez parlant pour tout le monde. C'est pas parce qu'on s'énerve quand il ne va pas se brosser les dents que ça va marcher. Au contraire, ça va même créer un renforcement parce qu'il y aura une attention portée sur l'enfant qui ne se brosse pas les dents. Donc là, l'idée, c'est de dire, au lieu de vous énerver quand il ne se brosse pas les dents, si l'enfant se brosse les dents par miracle sans que personne lui ait demandé, vous allez le féliciter à outrance, lui dire que c'est génial, etc. Et c'est ça qui fait que ce comportement va se reproduire. Et pour aller plus loin, il y a le système de points qui est de dire, finalement, non seulement on va le féliciter, mais on va augmenter le pouvoir de cette motivation en attribuant des points. Alors nous, les points, on les conseille vraiment dans les routines parce qu'on ne peut pas tout mettre au système de points. Il faut choisir 2 ou 3 routines avec l'objectif que ça devienne après un peu automatique au bout d'un certain temps. On définit des privilèges. Alors ce sont des privilèges du quotidien. C'est pas on va partir au ski à Noël ou tu vas avoir un jeu pour ta Switch dans un mois. Il faut que ce soit pour Barclay, il faut que l'enfant tous les jours puisse avoir des privilèges par rapport à son comportement. Donc chaque jour, en fait, on a vite fait le tour. Ça va vite être, soit ça va voir avec l'enfant, mais parfois le temps d'écran va être choisi. Alors pas pour les enfants qui n'ont pas du tout d'écran, mais pour ceux, voilà, ça peut être une petite vidéo, un petit machin, si tu as fait les 3 routines de la journée. Parce que on sait que ce sera facile à tenir. Mais voilà, ça se discute en fonction des familles, bien sûr. Il faut que ce soit des choses que l'enfant a à peu près déjà le droit de faire, évidemment, et que ça corresponde au système de valeurs familial. Si l'enfant ne regarde jamais la télé, on ne va évidemment pas mettre ça. Mais si on le laisse des fois quand tout se passe bien, on va le mettre en forme de valorisation. Donc, dans cette idée-là, on s'appuie sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a une motivation ou un renforcement immédiat, l'enfant peut être capable de faire les choses et d'être autonome. Donc, comme rien n'est motivant au quotidien, on va artificiellement porter de la motivation sur des routines où il n'y en avait pas au départ. Par contre, on ne met pas le système de points à toutes les sauces. Par exemple, ne pas s'énerver, ça ne doit jamais rentrer dans un système de points. Il faut que ce soit une tâche précise, ponctuelle, et qu'on peut évaluer oui, non, sans que ça porte non plus à négociation ou à discussion.
Apprendre à l'enfant à jouer seul, c'était une des stratégies, une des grandes séances du programme de Barclay. Je la remets là parce qu'avec ces affaires de confinement, ça a été d'autant plus criant que ces enfants ne savent pas s'occuper tout seuls. Et c'était souvent une des plaintes principales des familles parce que voilà, le fait de toujours devoir proposer quelque chose ou qu'ils veuillent toujours monopoliser la fratrie parce qu'ils ne peuvent pas avoir cette autonomie dans le jeu, c'est un problème qui, dans le quotidien où il y a l'école et les activités, tout ça, c'est moins gênant, mais pendant le confinement, ça a pu être très gênant. Donc, l'objectif de cette séance, en fait, c'est on fait comprendre aux parents qu'on fait attention aux enfants qui dérangent alors qu'on ne fait pas attention aux enfants qui ne dérangent pas. Et c'est tout par-delà, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous allez proposer une activité à votre enfant en disant, bah, tu ne vas pas me déranger pendant une dizaine de minutes, je mets le chrono, tu vas faire tes Lego ou n'importe quoi. Voilà, on va voir. Et en fait, l'idée, c'est d'aller déranger son enfant quand il est calme, quelque part, pour le féliciter. J'entends qu'il y a une voix en off. Je ne sais pas si on peut couper les micros. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à contre-courant parce que les parents disent quand notre enfant, par miracle, est tranquille dans sa chambre, on n'y va jamais parce que c'est un moment de grâce qu'on ne veut pas perturber. Mais justement, l'idée, c'est de dire au contraire, il faut énormément les féliciter dès qu'ils sont calmes pour leur montrer qu'il n'y a pas que le fait de déranger qui permet d'avoir de l'attention. Donc ça leur apprend un peu l'autonomie et on utilise les timers. On utilise beaucoup les repères visuels chez les enfants, ça marche très bien et on anticipe déjà, et peut-être que Sébastien en parlera, on anticipe plus tard les stratégies qu'ils pourront avoir en tant qu'ados et adultes. Par exemple, pour les routines, au lieu de s'énerver toujours à répéter je ne sais pas, tu n'as pas rebouché ton dentifrice, ben, on met un petit picto avec un bouchon de dentifrice pour que l'enfant pense à reboucher son dentifrice. Idem, je pourrais vous prendre des exemples de parents comme ça à la chaîne, mais que ce soit pour tirer la chasse, pour ramasser le linge ou n'importe. En fait, le repère visuel ou le truc qui est écrit, ça fonctionne très bien et ça évite de s'énerver et de reformuler sans cesse les mêmes Ah ouais. Donc, il faut Oui, j'écoute. renouveler qu'il faut renouveler régulièrement les fiches ou les supports visuels parce qu'après, ça fait partie du décor et plus personne ne le voit. Pour la gestion du temps, très tôt, on encourage les parents à prendre un time timer parce que ce sont des enfants qui ont du mal à se représenter le temps. Donc, que ce soit pour les activités agréables ou désagréables, qu'ils aient à peu près une idée visuelle en fait, du temps qui passe pour que ça leur donne plus de stratégie pour après. Alors, la gestion des crises de colère, je pourrais en parler la journée. Je ne vais pas en dire grand-chose. Je ne pourrais pas décrire tout ce qu'il faut faire. En tout cas, on va plutôt partir de ce qui ne faut pas faire. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver. En gros, c'est un peu ça l'idée. Il faut essayer surtout de garder son calme quand l'enfant commence à partir sur justement de la dérégulation émotionnelle. Ça ne sert à rien d'interagir avec un enfant en crise ou de négocier. Il faut juste attendre que ça se termine. Éviter les escalades si possible, s'éloigner ou éloigner l'enfant ou enfin trouver une solution qui permet de réussir tout ça et ne jamais vouloir être dans l'hyper-réactivité ou l'escalade de je vais te priver de ci, je vais faire ça, etc. On attend que ce soit retombé pour plutôt proposer des actes de réparation plus que des punitions. Enfin, voilà, bon, là, je vous ai quand même fait ça en très, très court et c'est évidemment beaucoup plus compliqué pour toutes les familles qui sont confrontées aux crises de colère. Donc, je parle vraiment pour le coup des vrais épisodes de crise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer de nos programmes, enfin des programmes parentaux dans le TDAH? Ils sont en première ligne dans les recommandations internationales. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que dès qu'il y a un diagnostic de TDAH, en fait, on devrait pouvoir bénéficier de ce type de programme parce que c'est ça qui est efficace, qui est démontré et que c'est la première chose à faire avant même de discuter d'un traitement ou pas un traitement. C'est d'ailleurs tout à fait complémentaire, mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a un traitement, on n'a pas besoin de faire ça, en fait. C'est la base et après sur laquelle on peut discuter du reste de la prise en charge. Et nous, c'est vrai qu'on essaye sur le CHU d'avoir maintenant avec des groupes Zoom de toucher un maximum de familles pour ces programmes. Donc, l'efficacité n'est pas sur les symptômes. Même si on met des tas de choses en place, ça ne va pas empêcher l'enfant d'avoir des symptômes de TDAH. Par contre, ça va modifier le retentissement de ces symptômes et l'impact notamment sur l'estime de soi de l'enfant, sur la qualité des relations parents-enfants, le fonctionnement global de la famille et de l'enfant et le devenir à plus long terme. Ça fait partie des choses qui ont été montrées comme efficaces dans la durée. Voilà, donc j'ai terminé sur les programmes parentaux. Donc, c'était rapide. J'essaie de parler pas trop vite, mais comme j'ai beaucoup d'informations, j'ai du mal à lutter contre ça. Et j'arrête mon partage d'écran. Voilà.